Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler de Nicolas, moins d'une trentaine d'années, déjà plus d'une cinquantaine de lots, et il continue à faire des acquisitions. Il a pris mon programme de mentorat pour pouvoir continuer à faire des opérations et surtout ne pas se tromper dans ses prochaines acquisitions. Et je vais revenir sur quelque chose que je lui ai dit et les phases en fait dans sa réflexion d'investisseur. Déjà, dans sa première phase de réflexion d'investisseur, lui, il a commencé en se disant « Tiens, moi, je veux du patrimoine, donc je vais faire des acquisitions, même s'il n'y a pas de cash flow. Enfin, je vais finalement faire des acquisitions d'éléments qui m'intéressent et je vais être assez opportuniste sur la géographie. » Et là, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, moi, c'est exactement ce que j'ai fait aussi à un moment. J'ai cherché des opérations principalement, alors j'ai commencé avec des opérations qui n'étaient pas avec cash flow positif, donc on se rappelle, cash flow positif, c'est vous faites le loyer hors charge, moins toutes les charges, moins le financement à 110%, vous regardez si vous avez du cash flow. Lorsque j'ai commencé, et ceux qui m'écoutent, c'est sûrement ça aussi, à un moment on se dit, bon, de toute façon, dans le pire des cas, il faut que j'ai du patrimoine, et le patrimoine, ça va permettre de constituer ma retraite et d'avoir un capital que je vais pouvoir réutiliser. C'est une très bonne façon de voir les choses. Il y a l'immobilier, de temps en temps, on peut simplement se contenter d'avoir des appartements et de calculer finalement le TRI de ces appartements. Donc à quel point l'argent que vous mettez dans vos immeubles, l'argent que vous mettez, combien ça vous rapporte par an. Ça, grosso modo, c'est le TRI. On se rappelle, la bourse, ça fait du 10% par an. L'immobilier, on va essayer de faire du plus de 10% par an. Et si on arrive dans du 10% par an, donc en fin de compte, la question qu'on se pose, c'est quel est le prix de sa diversification. Donc la vraie question, c'est, dans un premier temps, ok, je fais de l'immobilier. Si j'ai envie de faire de l'argent, il faut que je sois à plus de 10% par an, parce qu'en bourse, j'ai plus de 10% par an. Et sinon, ce qui me permettrait quand même de faire de l'immobilier et de justifier que je sois dans les mêmes performances de la bourse, c'est finalement faire de la diversification par rapport à la bourse, parce qu'effectivement, l'immobilier, généralement, ne varie pas forcément comme la bourse, et c'est plutôt un temps long, et on le fait avec crédit. Bref, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Il y a une deuxième phase, quand on se lance dans cette dimension de faire beaucoup d'immobilier, on peut se dire, ok, ce que je vais faire, et généralement on commence comme ça en se disant, en fait on fait sa première acquisition en immobilier, on arrive à trouver quelque chose qui est en cash flow neutre ou cash flow un tout petit peu négatif, et là on se dit c'est fantastique. Là aujourd'hui je gagne 3 000 euros par mois ou je gagne 4 000 euros par mois, je fais une opération en immobilier dans les 250 000 euros, et je me rends compte que je rembourse 1 000 euros de capital. Ok, j'ai pas de cash flow, mais tous les mois je m'enrichis de 1 000 euros. Et en fait, cette équation, elle est vraie aussi. C'est-à-dire que là, on n'est même pas dans un cas d'épargne forcée. On est dans un cas où on a créé 1 000 euros par mois d'argent qui ne vient pas de nous, c'est-à-dire d'argent qui vient de locataires, de clients qu'on a. Parce que vos locataires sont clairement des clients. Et ça vous permet de vous enrichir de 1 000 euros par mois. Vous en faites 3 comme ça et ça vous fait du 3 000 euros par mois. Et en fait, vous avez votre petit tableau et cette petite dimension de dopamine qui arrive parce que vous vous dites « Ok, c'est bon. Là, je travaille déjà... je travaille dans une boîte, je gagne 3 000 euros par mois net, ce qui fait que j'ai à peu près l'équivalent 3 000 euros de cotisation et retraite, etc. Vous pouvez faire, d'ailleurs, on refera le calcul, mais sur 3 000 euros par mois, peut-être que vous mettez 700 euros de côté ou peut-être 500 euros de côté pour la retraite et le reste, c'est des cotisations que vous avez pour la sécurité sociale, les familles nombreuses, etc. Le CPF, les formations, etc. Donc il y a cette première phase où en fait on rentre dans ce monde qui est assez beau de se dire bon bah ça y est, je capitalise. Déjà je capitalise 1 000 euros, puis je capitalise autant que mon salaire, et on se dit c'est pas mal. Généralement quand on est dans ces phases comme ça et qu'on commence, vous allez commencer à acheter un petit peu tout, c'est-à-dire tout ce que vous voyez en face de vous, sans forcément faire attention à la zone géographique. Enfin, vous allez quand même trouver des zones géographiques qui vous paraissent intéressantes. Donc pas une ville qui est en train de mourir, c'est-à-dire qui perd ses habitants, pas une ville qui est en train de se dégrader d'un point de vue locatif, pas une ville qui est en train de se dégrader d'un point de vue immobilier aussi. Vous allez essayer de faire attention à ces villes-là. Donc ça, c'est très bien. Par contre,
généralement, vous allez passer vous savez pas trop, passer d'une opportunité à une autre. Vous pouvez, sur un plan géographique, vous retrouver avec des appartements, des immeubles à plus de quelques kilomètres de là. Et en fait, là, il y a les premières erreurs qui vont avoir lieu. Premièrement, vous commencez, au début, vous ne savez pas ce que c'est. Donc, c'est exactement comme moi. Mon premier immeuble, il m'a coûté moins de 50 000 euros. Donc, il faut vous dire, c'est à 3. J'ai acheté un immeuble de moins de 50 000 euros. J'en ai fait, aujourd'hui, ça fait du 600 euros, 700 euros de cash flow. J'ai fait 40 000 euros à peu près de travaux. Donc, en tout, je m'en sors pour un immeuble dans les 70-80 000 euros. Donc, ça a été mon premier immeuble. Et en fait, je fais ça. Et après, assez vite, on tombe dans le système de se dire, OK, on va répéter ce premier immeuble à 100 000 euros. Donc, il y a deux choses qui se passent à ce moment-là. Soit effectivement, par rapport à votre endettement et comment vous structurez votre dette, c'est ce que vous pouvez acheter, vous allez le démultiplier. Sinon, attention à rester sur des montants qui sont quand même que je vais appeler relativement petits. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être beaucoup, 100 000 euros, sauf qu'en immobilier, 100 000 euros, c'est pas forcément beaucoup. Donc, il y a un moment, si en tout cas vous voulez continuer à avancer, si votre objectif c'est de faire des millions d'investissements pour avoir des millions de capital à la fin, donc on se rappelle, rappelez-vous de la règle des 4%. Avec la règle des 4%, donc c'est ce qui va vous permettre de savoir combien vous devez avoir de patrimoine pour pouvoir finalement en vivre. Donc si vous voulez du 3 000 euros par mois, vous faites x12 divisé par 4%, ça vous fait du 900 000 euros. Donc très vite, nous, on est dans les millions d'investissements pour que ce soit bien. Donc c'est-à-dire que vous placez 900 000 euros en bourse et ça vous rapporte 3 000 euros par mois. La problématique, gardez ça en tête, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des instants d'inflation. On est dans un monde, et là, c'est un peu ce que j'ai dit du coup à Nicolas qui fait ces investissements-là. Aujourd'hui, il est jeune. Il ne consomme pas beaucoup. Sa copine ne consomme pas beaucoup non plus. Ils sont plutôt dans une dimension frugale. Lui, il a un boulot. Sa femme a un boulot aussi. Et en fait, ils ne se rendent pas compte de l'étape d'après et de combien ça va coûter. Et l'étape d'après de combien ça va coûter, donc lui, il veut des enfants. Les enfants, c'est cher. Ça nous remet dans la réalité où en fait, on a des dépenses supplémentaires. Et après, il est dans un moment de vie. Et je vois très bien quand on a la vingtaine, alors ça dépend où vous en êtes, mais quand on a la vingtaine, alors ça dépend de votre façon de faire, mais généralement qu'on est un peu dans l'IMO, qu'on avance, etc. Et qu'on a un taf, donc lui il est consultant, etc. C'est pas forcément le moment où on a des grosses envies de dépenses, où la vie en fait coûte très cher. On n'est pas dans un niveau on n'a pas maturé notre niveau de consommation. Donc là, j'ai dit à Nico, écoute, faut y aller. Et maintenant, en fait, il faudrait, alors même avant de viser du cachot, c'est déjà première étape, c'est centralise-toi sur une zone. Tu choisis une zone, ne va pas t'éparpiller. Surtout en immobilier, c'est ce qui tue, franchement, les investisseurs. Et ça dépend comment vous êtes et ça dépend ce que vous faites. Alors, il y en a sûrement d'autres qui vont me prouver le contraire, mais je vous assure que d'avoir des immeubles partout en France ou dans différents pays, alors ça dépend comment vous le faites, encore une fois, mais en tout cas, si c'est vous qui faites les acquisitions, qui faites la gestion et qui avez cette dimension un peu immobilière, par exemple là, j'ai fait intervenir Eric qui est super sur l'investissement en Géorgie. Bon, vous faites un immeuble en Géorgie, c'est totalement géré par des gars. Bon, ça marche, ça plante. Bon, en gros, c'est géré, c'est là-bas, etc. Pourquoi pas? Par contre, si vous avez du locatif, vous faites des immeubles, etc., et que vous les gérez vous-même, c'est ce que fait Nico. Aujourd'hui, il n'a pas de problème, il adore. Ces immeubles, ça se passe très bien, etc. La problématique que vous avez, si vous commencez à avoir de la diversité géographique, c'est vous n'avez plus les mêmes artisans. Votre équipe, vous allez le voir au bout d'un moment, en fait, votre sainteté intellectuelle, moi, c'est pareil. C'est demain, j'ai un problème dans un immeuble, j'ai un problème dans un de mes immeubles de bureau ou des trucs comme ça qui sont en Île-de-France. J'ai mes 2-3 équipes avec qui je suis là depuis longtemps. Elles ne sont pas parfaites. Mais en tout cas, j'ai confiance. Je sais que si je leur donne 10 000 balles, les 10 000 balles ne vont pas disparaître. Je sais que si je les appelle un week-end, samedi matin, alors qu'ils ont des familles, ils vont me répondre. Ils vont être là, on va se comprendre, ils vont savoir comment je fonctionne. Si j'ai besoin de temps en temps, que j'ai plus de liquidité, ils vont me laisser un peu plus de temps pour payer. Bref, j'ai ces équipes-là et ça a énormément de valeur. Pareil sur tous les corps de métier. En fonction d'où vous en êtes, donc vous avez la même chose sur la location aussi, mais en fonction de ce que vous faites, vous avez besoin de pas mal de choses. Donc ça dépend de ce que vous avez comme actif, mais il y a du contrôle d'accès, etc. Si vous êtes dans les colocations, bref, vous avez plein de choses. Si de temps en temps vous avez besoin, parce que vous avez des enjeux de règlement de vos loyers, vous allez avoir besoin de juridiques, d'avocats, et ça c'est aussi par région indirectement, parce que vous avez besoin de traiter les dossiers par région, etc., etc. Donc en fait, toute votre équipe sera d'un point de vue géographique concentrée.
Autre chose, connaître une zone, ça prend du temps. Et ça prend vraiment du temps. Donc, il y a l'aspect finalement intellectuel. Donc, on va se dire, OK, c'est bon, j'ai vu la zone à distance, je vois comment ça fonctionne, je vois les accès, je vois les métros, je vois l'évolution du prix, etc. Sauf qu'après, vous avez besoin, là, vous restez quand même dans l'incertitude. Par exemple, vous venez me voir, vous m'expliquez d'un point de vue intellectuel qu'une zone est très bien. Moi, je vais dire OK. Après, vous allez me dire, écoute, Victor, on fait une opération de location, une opération de marchand de biens à 1 million d'euros. Est-ce que tu valides ? Bon, il y a l'aspect intellectuel et après, il y a l'aspect concrètement feeling de vie et feeling des opérations dans une zone. Si demain, par exemple, là, on regarde des opérations de marchands vers Annecy, il faut connaître Annecy, il faut voir exactement à combien les trucs se vendent, il faut avoir ce ressenti en fait. Et ce ressenti vient par l'action du terrain. Une fois que vous avez vraiment regardé beaucoup d'OP, une fois que vous avez fait des OP, une fois que vous avez compris la zone, vous avez compris qui sont les clients, etc. C'est exactement comme quand vous faites du business et que vous devez déterminer quel est, je crois que c'est votre MCP, quelle est votre personne, votre persona à qui vous allez vendre. En fait, vous allez le comprendre au fur et à mesure. Et d'ailleurs, cette persona peut évoluer dans le temps en fonction de ce que vous proposez, etc. Et c'est exactement la même chose dans l'immobilier. Il faut vraiment comprendre cette zone. Donc, mon conseil pour Nico, c'est centre-toi, recentralise-toi. Là, aujourd'hui, il est sur l'Île-de-France, un peu plus élargi, avec une partie de l'Oise, une partie de Seine-et-Marne, etc. En gros, il a 1h30, 2 heures de Paris. Et ben, il faut qu'il reste sur cette zone. Il se concentre sur cette zone et il peut, du coup, créer cette expertise sur la zone. Autre chose, lui, il était sur des opérations, donc il enchaînait entre du 50, du 100 000, puis du 300 000, etc. Je lui dis, écoute, Nico, là, aujourd'hui, où t'en es, il faut que tu laisses de côté ces petites opérations à 50, 100 000. Alors, soit tu les achètes, tu les revends, mais en tout cas, si tu vas avoir un beau parc locatif, concentre-toi. Là, aujourd'hui, tu sais quand même faire des opérations à 350 000, l'immeuble. Donc, concentre-toi sur ces opérations à 350 000. Tu auras moins d'emmerdes à la fin. C'est quelque chose qu'on ne voit pas quand on commence. En fait, on a toute cette énergie, toute cette fougue. C'est un peu la fougue des jeunes qui est super. La fougue des jeunes, c'est quoi ? Et moi, c'est le premier. Dès que vous voyez un truc qui est palpitant à droite, à gauche, vous vous mettez dessus, vous y passez du temps, et puis vous voyez une nouvelle technologie. Là, aujourd'hui, ça peut être des trucs IA, mais moi, à mon époque, c'était je sais pas, des trucs de site, des trucs de machin, puis même des activités. Et vous mettez beaucoup d'énergie à droite, à gauche. En fait, vous êtes éparpillé. Bon, ça peut être utile aussi de développer un certain nombre de compétences, mais à un moment, surtout si vous faites de l'investissement et investissement immobilier ou même de l'investissement de boîte, concentrez-vous sur des sujets que vous allez maîtriser. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette concentration de bien comprendre le sujet, comme ce dont j'en parlais, et aussi cette notion après, donc là c'était dans la gestion, de bien comprendre ce que vous avez et comment gérer ces actifs-là. Et ça va permettre vraiment d'évoluer. Effectivement, vous évoluez sur l'immobilier, vous faites un bureau, vous évoluez aussi sur votre locatif classique, mais c'est pas la même chose. Je vous assure que le résidentiel est très particulier en France, donc les studios c'est très particulier, les colocations c'est très particulier. En fait, quand je vous dis ça, si ça vous parle pas, moi j'essaie de pousser mon degré de compréhension de chaque sujet assez fort. Et en fait, il y a plein de sous-sujets que je vois aujourd'hui, que ce soit les baux de location, les copros, que ce soit les mairies, que ce soit même les travaux, que ce soit la façon de faire, que ce soit les subtilités, et tout ça est vraiment différent en fonction de ce que vous faites comme exploitation. Donc déjà, c'est se centrer sur un sujet d'exploitation, se centrer sur une somme qui est assez conséquente, mais qui est la somme qu'on sait qu'on peut financer bien et avec laquelle on est à l'aise, et en fait un type d'actif sur lequel on est à l'aise. Donc si c'est des immeubles à 5, 10 lots qui sont à 350 000 euros, qui sont sur une zone précise, ça c'est très bien, et là vous pouvez les multiplier. Et enfin, il y a une dernière chose à faire, c'est de faire son évolution finalement en termes d'investissement. Et là, j'étais en train de valider avec Nico, du coup mercredi soir, un deal où il fait je crois que c'est du 500 euros de cash flow pour 400 000 euros d'investissement, et il va faire ça avec sa compagne, qui en fait va commencer, donc l'aide un peu, donc le soutien, parce qu'il faut quand même dire que Nico, tous les samedis, il est quand même en train de faire des acquisitions immobilières. Dans la semaine, le soir, de temps en temps, il peut visiter des immeubles, etc. Et il y a son couple. Voilà. Et je vous parlerai un peu de l'évolution par rapport au couple, et je vous en ferai un épisode dédié. Mais en tout cas, ce qui se passe là-dessus, c'est qu'ils se retrouvent du coup à faire des investissements qui font du cash flow. Donc c'est mieux que 90% des gens, faut vraiment vous dire. En fait, un investissement avec du cash flow, même si c'est très peu de cash flow, c'est mieux que 90-95% des gens. La plupart des personnes font des investissements qui n'ont pas de cash flow. Donc déjà, vous êtes dans les 90%, vous êtes dans les 10% les meilleurs. Par contre, derrière ça, je lui dis, écoute Nico, c'est bien, sauf qu'à un moment, là, tu vas commencer à avoir une surface d'encours, donc de dette. Donc il va progressivement arriver aux 3 millions. Je ne sais pas en combien de temps, mais ça va être assez rapide pour lui. J'ai aucun souci. Par contre, il va se retrouver à créer effectivement beaucoup de capital, mais à devoir gérer beaucoup d'immeubles qui gèrent beaucoup de capital. Mais par contre, la problématique, d'ailleurs, on pourrait faire des calculs, hein.
Quand il va arriver finalement à ces 3 millions, donc je pense qu'il va arriver à 3 millions et sûrement 4 millions très rapidement. Si on regarde combien de capital ça fait, alors on va regarder combien de mensualités. Donc lui, il emprunte principalement sur du 20 ans, sur ses opérations. Donc il va être à 3 millions, il va rembourser 17 000 par mois. Sur ces 17 000 par mois, il va peut-être y avoir 14 000 de création de capital. Donc il va créer 14 000 euros par mois de capital. C'est très bien. Sauf qu'à un moment, je lui dis, écoute, oublie pas que tu as besoin... Enfin, il faut que tu fasses du cash, quoi. Moi, aujourd'hui, un investissement... Alors, ça dépend ce que c'est, ça dépend ce que vous voulez, mais un investissement à 400 000 pour avoir 400 euros de cash flow, c'est pas forcément ce que je ferais aujourd'hui. Moi, je ferais beaucoup plus... mais ça dépend vraiment d'où vous en êtes. Moi, je vois ce qui fait du cash flow avec les problématiques qui sont en face, mais en tout cas, moi, j'irais beaucoup plus faire des opérations. J'essaierais pour 400 000 euros. En fait, moi, j'ai ma règle de 300 euros de cash flow pour 100 000 euros d'invest. Donc, 400 000 euros de cash flow, j'aimerais avoir du 1000, 1200, voilà. En dessous de 1000 de cash flow, 1000, 1200 de cash flow, j'irais pas forcément dessus. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais aujourd'hui. J'ai une vision totalement différente aussi des actifs. Moi, aujourd'hui, mes actifs, c'est des bons actifs. Par contre, j'ai plus trop d'affect dessus. Moi, c'est des immeubles, ça pourrait être des actions en bourse. Alors, c'est pas exactement pareil parce qu'il y a plus une connaissance, etc. Puis, il faut aimer, faut aimer ce qu'on a. Mais en tout cas, je vois plus du tout ça comme, mon superbe appartement nouveau, mon superbe truc. Non, aujourd'hui, c'est un immeuble. Je regarde l'immeuble, je le vois d'un point de vue pratique. En fait, je pense que c'est exactement comme un... alors je sais pas, il faudrait que j'interviewe des médecins, mais j'ai quand même l'impression que c'est comme un peu l'approche du corps humain. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je sais pas, moi vous êtes en face de moi, je vous vois nu en face de moi, j'aurais une approche, c'est un corps nu quoi. Enfin c'est un corps nu, c'est une personne et je vais trouver ça va me paraître bizarre quoi. Vous prenez des médecins, ça se trouve au bout d'un moment, il y a des corps nus, il y a des fractures, voilà, ça devient mécanique en fait, il y a plus ce lien avec le corps, etc. Dans l'immobilier, au début on a un vrai lien qui se crée finalement avec son premier immeuble, ses premiers apparts, ses premiers immeubles, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, ce lien-là va se déconstruire et ça va devenir plutôt mécanique. Vous allez voir ça plutôt comme « Ok, c'est un immeuble supplémentaire, c'est une opération supplémentaire ». Et d'ailleurs, je vous invite à aller assez vite là-dessus. C'est-à-dire qu'au début, nous, on a besoin de ce lien qu'on crée avec nos actifs pour s'assurer qu'on fait bien les choses. On va les aimer, nos apparts, on va les aimer, nos immeubles. Et ça va nous donner l'énergie de regarder tous les petits détails et d'avancer dessus, etc. Mais au bout d'un moment, on va se détacher de ça et on va arriver à un mode pur opératoire, où moi, c'est un immeuble supplémentaire. Un immeuble de 30 lots, c'est un immeuble de 30 lots. Un immeuble de 2 lots, c'est un immeuble de 2 lots. Un appartement supplémentaire, c'est sympa, mais c'est un appartement. Et je ne vais pas trop avoir cette dimension... en fait, la dimension émotionnelle ne sera plus forcément positionnée à ce niveau-là. Voilà là-dessus. Je voulais vous dire, les conseils pour résumer, pour notre ami Nico, c'est 1, réussir à avoir une zone et ne pas s'éparpiller. Vraiment constituer son patrimoine sur une même zone. Deuxièmement, si possible, garder, augmenter en termes de taille. Donc, arrêter des opérations de 50, 100, 200. Non, se focaliser sur un type d'opération qu'on fait, 350 000, et on multiplie si c'est 350 000 votre opération. Ce type d'opération vient sûrement de votre financement, de ce que vous êtes en capacité de financer facilement auprès des banques. Jusqu'à 350 000, globalement, ça va. Au-dessus de ça, ça peut être un peu plus compliqué, mais après, ça dépend de votre profil. Troisièmement, ça va être de chercher plus de cash flow, d'aller dans une étape où là aujourd'hui, ok, il y a un gros de patrimoine qui a été créé, qui tourne bien, ce serait bien quand même d'aller chercher des opérations qui font plus de cash flow et si vous pouvez du 300 euros de cash flow par mois avec tout le financement, etc. Pour 100 000 euros d'investissement. Voilà un petit conseil dessus. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je l'ai dit, je vous remercie. Alors, c'est assez marrant, mais sur YouTube, finalement, c'est là peut-être là où vous faites plus de commentaires. C'est ce qui est le plus facile. Donc, en tout cas, je les lis, je vous remercie. Et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Pour ceux qui sont intéressés, on se revoit dimanche à 18h. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.